Pour ce 43e numéro d'Histoire d'Art, je t'invite à une partie de cartes. Commençons comme d'habitude par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Cette œuvre est une peinture réalisée par l'artiste Caravage. Elle s'intitule « Les tricheurs » et a été peinte vers 1595. La technique employée par Caravage est la peinture à l'huile sur toile. Ce tableau mesure 94,2 cm de haut sur 130,9 cm de large. Il est exposé aux États-Unis dans la ville de Fort Worth, au Texas, plus précisément au Kimball Art Museum. Notre artiste est un peintre italien né en 1571 et mort en 1610. Son vrai nom est Michelangelo Merisi, mais comme ses parents sont originaires du village de Caravaggio, Caravage en français, dans le nord de l'Italie, c'est par ce nom-là qu'on le connaît et qu'on l'appelle. Un peu d'ailleurs comme Léonard de Vinci, qui est né dans le village de Vinci. Caravage a une vie très mouvementée. S'il a voyagé dans de nombreuses villes, surtout italiennes, on peut retenir ici que c'est à Rome qu'il se fait véritablement connaître. Sa peinture a marqué l'histoire de l'art car il a inventé une nouvelle façon de représenter les récits religieux ou mythologiques ou même du quotidien, avec une lumière toujours très spéciale, très forte et contrastée, qui rend les scènes très théâtrales. On parle, pour le style de Caravage, de clair-obscur. Pour le 21e numéro d'Histoire d'Art, je t'avais d'ailleurs déjà proposé une œuvre de Caravage, La Corbeille de fruits. Une œuvre d'à peu près la même époque que celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre située plutôt au tout début de sa carrière. J'ai placé notre année sur la frise chronologique, voici alors où se situe notre œuvre dans le temps, il y a plus de 400 ans. Le style de peinture que développe Caravage et qui est poursuivi, transformé par bien d'autres artistes, un style très théâtral, je te disais, est appelé le baroque. Deux autres œuvres de cette période sont disponibles dans Histoire d'Art. Passons à la description de l'œuvre, autrement dit, que voit-on dans cette peinture? Comme d'habitude, n'hésite pas à marquer une pause pour décrire précisément et méthodiquement ce que tu vois. L'artiste choisit un cadrage serré, c'est-à-dire qu'on voit la scène de près. Pas de décor à l'arrière-plan, le regard est arrêté par un mur. Je vois trois personnages, à mi-corps, installés autour d'une table recouverte d'un tapis. Ces trois personnages occupent trois positions différentes dans la profondeur de l'espace. Le personnage numéro 1 est au premier plan. En m'enfonçant dans le tableau, je rencontrerai ensuite le personnage numéro 3. Puis enfin, tout au fond, le personnage numéro 2. Si je regardais cette scène d'en haut, comme un insecte qui serait au plafond par exemple, je verrais les personnages installés comme ceci. Le personnage de droite, positionné presque de dos par rapport à nous, ou plutôt précisément de 3/4, porte une tenue rayée, jaune et noire, des manches vertes et un chapeau orné d'une plume. De sa main gauche, il s'appuie sur la table. De sa droite, il saisit une carte parmi les deux qui sont glissées à sa ceinture qui retient d'ailleurs également une dague, c'est-à-dire une petite épée. Dans cette position, nous autres, les spectateurs de la scène, voyons très clairement ces cartes cachées. Le deuxième personnage, tout au fond, est donc dans le dos du personnage numéro 3. Il se tient face au personnage numéro 1, ou face à nous d'ailleurs. Il porte une moustache, une tunique grise aux motifs végétaux et aux manches rayées jaunes et noires. Sur sa tête, un chapeau ou un béret à plumes. Ses yeux regardent vers la gauche, en bas, et sa main droite est relevée, montrant ainsi un gant aux extrémités trouées. Avec ses doigts, il représente le chiffre 3. Enfin, le troisième personnage, à gauche, est assis face à nous.
Il porte un habit sombre sur une chemise blanche et brodée. Sa tenue est très élégante, complétée par un chapeau à plumes. Il tient des cartes dans ses mains qu'il regarde avec concentration. Sur la table, des cartes, une soucoupe et un petit plateau de jeu de dés sur la gauche. Passons désormais à l'interprétation. Autrement dit, que peut-on comprendre ici? Reprenons la position des personnages, dont les attitudes et les regards vont nous aider parce qu'ils sont très lisibles. Le personnage de gauche est concentré sur son jeu de cartes. Le personnage derrière lui en profite pour regarder ses cartes, en fait l'espionner, et communiquer au personnage de droite, par le geste de sa main, quelle carte il possède. Ce personnage à droite, qui avait préalablement caché des cartes dans son dos, peut donc se saisir de celle qui lui permettra de remporter la partie. Visiblement, c'est même un 6 de trèfle. Pour résumer, deux personnages sont ici complices, d'où le titre du tableau, au pluriel, les tricheurs. Ils sont deux à tricher, les deux personnages de droite, pour mieux tromper celui de gauche qui n'y voit que du feu. Passons à la conclusion. Que peut-on penser de cette œuvre? Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que Caravage choisit seul la disposition de ses personnages dans la scène. Autrement dit, s'il positionne le premier tricheur à droite, qui nous montre son dos, c'est parce que Caravage veut que nous voyions les cartes dans son dos. Il n'y a aucun doute ici sur la nature du personnage. On voit bien qu'il est en train de tricher. Finalement, nous assistons à cette tricherie et nous sommes presque complices des deux tricheurs. Voilà qui est malin de la part de Caravage. En plus de la position dans l'espace, l'artiste avait glissé quelques indices qui nous permettaient de comprendre ce qui se jouait ici. Par exemple, les tenues des personnages. Très soignées et élégantes pour le personnage de gauche, moins raffinées, bien plus simples et surtout plus voyantes pour les deux complices tricheurs. D'ailleurs, le jaune, à cette époque, est une couleur que de nombreux artistes utilisent pour désigner les traîtres, les méchants dans les histoires. Les rayures sont également souvent des symboles négatifs sur les vêtements. Nos deux tricheurs portent à la fois du jaune et des rayures. Certains spécialistes, d'ailleurs, associent ces tricheurs à l'image de guêpes en jaune et noir, attirées par le sucre, symbolisé ici par l'argent. La dague dans le dos du tricheur, d'ailleurs, renforce cette idée de la piqûre de la guêpe, ou, plus simplement, appelle l'idée du danger, de la menace. Autre indice, le gant troué du tricheur. À y regarder de plus près, les trous que l'on voit ne sont pas des trous de gants abîmés, usés. Ce gant a été volontairement coupé. Et c'était une pratique bien connue des tricheurs à l'époque. On déposait une petite marque, un trou, une entaille par exemple, sur les cartes qui nous intéressaient le plus dans le jeu, les cartes les plus fortes. Et à travers le gant troué, avec la peau du doigt, le tricheur pouvait sentir la marque et ainsi reconnaître les bonnes cartes à piocher ou à jouer. Si on avait donc un doute ici, voilà une preuve supplémentaire de la nature de ce personnage. Dernier indice enfin, eh bien la concentration, la jeunesse, l'innocence du personnage de gauche. La tenue, on voit qu'il est riche, il est naïf. Caravage le désigne ici, certes comme une victime, mais aussi comme quelqu'un qui manque d'attention, de vigilance. Il doit prêter davantage attention à ceux qui l'entourent, aux risques qu'il encourt dans la vie. Autrement dit, il se fait trop facilement avoir dans l'histoire. Cette œuvre est là pour nous faire sourire.
car nous sommes malgré nous complices de ces tricheurs, qui nous paraissent d'ailleurs presque sympathiques. Mais c'est une œuvre aussi qui fait réfléchir sur le bien et le mal. C'est une œuvre qui offre une morale à l'histoire, en nous avertissant sur les dangers du jeu, les risques de la jeunesse et de l'innocence. Ce type d'œuvre est très nouveau à cette époque-là, où on était plus habitué à des scènes religieuses ou mythologiques. Caravage propose une mini-scène de théâtre sur la vie de tous les jours. Cela va tellement plaire au public qu'une trentaine de copies de ce tableau vont être faites. Et d'autres artistes vont également plus tard s'en inspirer pour peindre à leur tour des scènes de tromperie, comme Valentin de Boulogne à gauche ou Georges de la Tour à droite, qui cachent eux aussi des cartes ici et là, ou des signes de doigts. Une œuvre donc qui marquera les esprits, comme d'ailleurs Caravage est un artiste qui marquera également les esprits et l'histoire. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'Art.